Hey, salut, bienvenue dans XP, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes pépèrement installés, en tout cas moi ça roule. Alors vous allez vite vous en rendre compte, j'ai aucune compétence en présentation, c'est même pas ma classe. Mais bon, je vais essayer de combler avec ma passion et puis la vôtre j'espère, le RPG. Et on commence tout de suite avec des news sur la Square Enix Party qui s'est tenue il n'y a pas trop longtemps. Alors ok, on est sur No Life, on est censé parler de RPG Underground, Phantasy Star de Forever, et là on enchaîne sur du Square. Ok, bon en même temps c'est un peu les acteurs principaux dans le domaine, et puis avec les millions de dollars qu'ils nous versent à nous les journalistes pour qu'on place leurs produits, je veux dire c'est la moindre des choses. Allez, Square Enix. C'est donc le 12 et 13 mai dernier que s'est tenue au Makuhari Messe, la dernière Square Enix Party en date. L'occasion pour des milliers de Japonais de découvrir les gros titres à venir de l'éditeur. Sur place, le public pouvait s'essayer à plusieurs démos jouables dont Final Fantasy Tactics Shishi-Senso, le remake du célèbre Tactical, ou encore Crisis Core, un autre volet de la compilation FF7 dont la sortie est prévue en septembre prochain au Japon. Mais la Square Enix Party, c'était aussi et surtout l'occasion de nous en mettre plein la gueule, avec une foultitude de trailers tous plus sexy les uns que les autres. Au programme, entre autres, de nouvelles vidéos du projet Fabula Nova Crystallis, comprenant les FF13, Versus et autres Agito, mais aussi du FF Dissidia, du Dragon Quest Worlds, ou encore le prochain Crystal Chronicles, intitulé The Crystal Bearer, et également prévu sur Wii. Au final, si l'on retire les démos jouables de titres déjà sortis et tout le show-off qui entourait le salon, il ne restait plus à la Square Enix Party que ces annonces de jeux à venir. Outre les nombreux remakes, on relèvera les annonces de Parasite F3, malheureusement développé pour les mobiles, ainsi que de Star Ocean 4, sur lequel on ne sait pratiquement rien. Enfin, l'info qui fait plaise, c'est peut-être la confirmation de The Last Remnant, un action RPG prévu sur PS3 et Xbox 360, qui d'après ses développeurs devrait tout roxer. Alors concernant The Last Remnant, on avait des vidéos de fou, des trailers, j'ai même une version preview dans mon sac là. Mais bon, on n'avait pas envie de vous spoiler violemment la gueule, alors on s'est gardé ça et puis on vous le ressortira en son temps. Moi, avec tout ce Square de partout, je peux pas m'empêcher de repenser à la sortie de FF12 chez nous en février dernier. J'étais allé aux Champs-Élysées avec mon role-playing gang, c'est l'ami Oblivion, tout ça. Et pour l'occasion, on avait même décidé de se déguiser en VR, vous savez, les petites lapines, là. Super bonnes. Et c'était cheap, hein, c'était du cosplay cheap, quoi, mais on s'amusait bien, on rigolait bien. Jusqu'à temps que des messieurs viennent nous voir. Ils nous avaient dit qu'ils avaient des bonbons dans leur voiture. Alors nous, on les a suivis. Et je me sens sale. Je vais prendre une douche. Non, deux douches. Nous sommes probablement quelques-uns à avoir retourné dans tous les sens et sous toutes les coutures le dernier épisode de la série des Final Fantasy sur PlayStation 2. Ceux qui, par flemme ou tout simplement par manque de temps, n'ont pas poussé FF12 jusqu'au bout de l'excès du plaisir, sont passés à côté d'un univers ô combien riche pour peu que l'on se donne la peine de le découvrir. Inutile de revenir sur les qualités intrinsèques du titre, penchons-nous plutôt sur ses côtés un peu plus underground, à commencer par les invocations. S'il est un aspect où le fan de longue date ne se trouve pas désaxé, c'est bien évidemment les invocations. Pour le coup, exit les Shiva, Ifrit, Bahamut et autres Ramu. Des invocations presque toutes nouvelles viennent prendre le relais. Presque, car les aficionados de FFT et FFTA reconnaîtront des visages familiers.
Ces invocations sont au nombre de 13 et représentent pour chacune d'entre elles un des signes zodiacaux si chers à nos développeurs de talent. A noter que si vous vous cantonnez à la quête principale, vous n'en croiserez que 5. Pour le reste, vous devrez bien évidemment livrer des batailles extrêmement chaudes pour espérer compter dans vos rangs les créatures les plus stylées d'Ivalice. Bien qu'elles soient impressionnantes, ces dites chimères n'en restent pas moins des alliés relativement inoffensifs face aux boss les plus récalcitrants. Mais le plaisir des yeux parvient à faire oublier ce léger désagrément et le festival visuel se produit lors du lâcher d'overdrive de nos amis. Certaines attaques pouvant infliger jusqu'à 50 000 points de dégâts. Dur. Ok, les invocations de ouf, c'est bien, mais encore faut-il avoir le niveau pour toutes les récupérer. Bien heureusement, il existe dans FF12 une technique de fourbe pour leveler rapidement et sans trop d'implication. L'auto-leveling. Même l'excellent guide officiel ne mentionne pas pareil procédé. Et pourtant, ça marche, à fond même. Oubliez donc vos blocages hasardeux de sticks analogiques dans une direction. Ici, tout se fait de manière réfléchie et à l'aide des gambits. Pour espérer récupérer les gambits et autres magies nécessaires, il faudra atteindre les derniers niveaux du jeu et ainsi voir apparaître dans certaines boutiques comme celle du port de Balfonheim ces précieux featuring. Après cela, plus qu'une chose à faire, dénicher l'unique monstre capable d'accomplir un tel miracle. Négalmur. Avec sa capacité à faire spawner des monstres à l'infini, Négalmur est une mine d'XP. Il se trouve à l'intérieur du temple de Miliam et n'apparaîtra qu'après avoir rempli certaines conditions. Il vous faudra donc errer plus d'une vingtaine de minutes dans le hall de l'épée et y anéantir tous les ennemis de la zone pour faire apparaître la bête. Là, une fois tous vos gambits configurés et le combat enclenché, vous pouvez lâcher la manette, prendre une douche, faire un action vérité avec des copines ou bien même aller dormir. Et après une petite dizaine d'heures de jeu, le résultat est bluffant. Paré d'un niveau des plus raisonnables, et surtout d'un équipement de fou, vous allez enfin pouvoir accéder aux boss les plus puissants du jeu et ainsi compléter un bestiaire comprenant près de 400 monstres différents. Si certains monstres rares comme Gilgamesh, Fafnir ou le roi Behemoth commenceront à vous mener la vie dure, la véritable némésis du jeu se trouve en la personne de Yazmat. C'est juste un combat d'une durée approximative de 3 heures. 50 millions de points de vie à retirer, c'est long. Pour les plus courageux, sachez qu'il reste encore de nombreux challenges à relever, comme le surpuissant Omega Mark, reposant dans les plus hautes sphères du Grand Cristal, le fameux Chocobo rouge level 99 sur les plaines d'osmose, avec une chance sur 256 de le voir apparaître, ou encore l'obtention de Silence du Zodiaque, histoire que ça soit pas toujours les mêmes qui en profitent. Enfin, si vous faites partie de ceux qui ont déjà vu et déjà fait tout ce qui a été mentionné ici, genre 2 fois de suite, à une main, à cloche-pied ou même à l'envers, vous aurez comme nous pris rendez-vous le 9 août prochain pour la sortie de Final Fantasy XII International Zodiac Job System, un titre pour le moment réservé au marché japonais qui comportera pas mal de featuring en plus. C'était sympa ce qu'on vient de voir. C'était la partie d'Oblivion, level 99, tout ça, tout ça. Des fois, il me fait peur. Enfin bon. Vous voulez de la critique? Ok, Shin Megami Tensei, Devil Summoner, Raido Kuzunoha versus The Soulless Army. Juste ça. Vous voulez savoir comment c'est? Eh ben regardez, c'est super bien expliqué.
Devil Summoner appartient au groupe Shin Megami Tensei, une famille de RPG de plus en plus populaire en France. Un phénomène probablement lié aux récentes sorties de Digital Devil Saga 1 et 2, deux titres excellents au passage. Si ce spin-off est un épisode à part entière, il répond toutefois à quelques codes tirés tout droit de l'univers des Megaten. En gros, un RPG s'adressant à un public un peu plus mature et doté d'un monde dans lequel humains et démons coexistent. On retrouvera donc quelques têtes bien connues des services comme Jack Frost ou encore Pyro Jack. Hi-ho, hi-ho. L'histoire se déroule dans un Japon du début du XXe siècle, alors que l'archipel s'ouvre à l'Occident et que l'industrialisation est en plein essor. Vous incarnez Raido Kuzunoha, un jeune invocateur qui a le pouvoir de capturer puis de faire appel aux démons qu'il rencontre. Vous êtes le 14e héritier d'une longue lignée de summoners et votre devoir sera de protéger la ville de Tokyo des multiples menaces démoniaques. Pour accomplir votre mission sans trop vous faire griller, votre couverture officielle sera une agence de détectives s'occupant exclusivement des affaires spéciales. Accompagné principalement du détective Narumi et du chat Goto, vous tenterez de résoudre une douzaine d'enquêtes de plus en plus sombres et difficiles. Ici, les principes sont assez simples. Au début de chaque chapitre, 12 au total, une enquête vous est donnée. Qu'il s'agisse de disparitions, d'apparitions ou de troubles de l'ordre public, vous écumerez les différents quartiers de Tokyo à la recherche d'indices. Lorsque vous constaterez qu'il y a effectivement anguille sous roche, voire chamois dans boule de neige, vous emprunterez le portail qui vous mènera vers la version dark de la ville. Bien évidemment, toutes ces phases sont ponctuées de nombreux combats aléatoires. Pour vous aider dans vos différentes tâches, vous pouvez faire appel aux démons que vous avez capturés. Ces derniers sont stockés dans des cubes, dont le nombre augmente en même temps que votre niveau d'invocateur. La capture ne peut se faire que sous certaines conditions, et vous devrez d'abord avoir un niveau plus élevé que votre cible. La phase de la lune, que l'on peut voir en haut à gauche de l'écran, devra également être prise en compte, certains monstres ne pouvant pas être capturés à certaines périodes. Aussi, le démon ne se laissera prendre que dans un état de faiblesse. Si toutes ces conditions sont réunies, il ne vous restera plus qu'à appuyer violemment sur le rond comme s'il n'y avait pas de lendemain. Chaque démon possède des compétences bien particulières qui peuvent vous servir en combat mais aussi en ville. Alp, par exemple, pourra lire les pensées des gens et ainsi récupérer de précieuses infos, alors que d'autres, comme Raiju, pourront repérer les items cachés. Vous pouvez également envoyer vos démons en mission solo pour atteindre des zones inaccessibles. Mais là où ces derniers peuvent pleinement s'exprimer, c'est bien entendu durant les affrontements. Ici, les démons sont gérés par une IA que vous pouvez redéfinir pendant le combat. Même si les ordres sont simples, il faut avouer que l'ensemble reste cohérent et surtout efficace. Pendant ce temps, libre à vous d'exécuter quelques combos au sabre ou même de sortir le flingue, ce qui aura le mérite d'étourdir vos ennemis pendant quelques secondes. Megaten oblige, le système de faiblesse élémentaire est présent. Lorsqu'un démon est touché par une attaque qu'il n'apprécie pas forcément, il se retrouve en état de faiblesse. Vous pouvez alors en profiter pour le remplir de coups critiques ou bien même tenter de le capturer. Pour connaître ses points faibles, la commande Analyze se révélera utile. Si cela ne suffit pas, vous pouvez toujours appuyer sur croix et carré en même temps afin de sortir la grosse attaque, appelée aussi Combination Skill, qui variera en fonction du démon utilisé. Cette attaque combinée devient possible lorsque votre tension est au maximum, symbolisé par le clignotement vert en bas à gauche, et surtout lorsque la confiance de votre démon est acquise. Cette dernière augmente au fur et à mesure des combats et est représentée par une barre de loyauté. Le dernier aspect intéressant de Devil Summoner est sans aucun doute la fusion. Lorsque vous passez par le magasin Konoya pour acheter les dernières munitions à la mode ou les quelques items qui vous permettront de rester digne, vous en profiterez pour aller faire un tour au Gummaden. Là, le Dr Victor vous proposera des options plus qu'intéressantes. Outre le fait de pouvoir se régénérer, vous pourrez vous adonner aux joies de la fusion. Il en existe 3 sortes. La première est appelée fusion binaire et consiste à fusionner 2 démons pour en obtenir un 3e généralement plus fort. Le résultat obtenu en termes de stats et d'héritage de skills dépendra de la phase de la lune ainsi que du type de démon utilisé. À travers ce type de fusion, on peut obtenir d'agréables surprises comme un Jack Frost balançant des boules de feu, la classe. A noter que seuls les démons ayant une loyauté au max peuvent faire l'objet d'une fusion et que vous ne pouvez pas créer un monstre dont le level serait supérieur au vôtre. Le deuxième type de fusion est appelé sacrifice et consiste, comme son nom l'indique, à sacrifier un démon pour en rendre un autre plus fort. Cela reste un bon moyen de faire usage de vos démons de bas niveau. Enfin, l'option Forge vous permettra de fusionner une de vos créatures avec votre sabre. En plus d'augmenter votre force de frappe dans certains cas, vous obtiendrez à travers ce procédé les attributs élémentaires de la créature en question.
Techniquement moins réussi et doté d'un scénario moins accrocheur qu'un Persona ou qu'un Digital Devil Saga, Devil Summoner ne s'en sort pas si mal. La durée de vie est tout à fait correcte, et les centres d'intérêt annexes comme les différents training halls de la ville ou l'obtention des démons rares constituent un challenge agréable. Le système de fusion est également bien pensé et oblige le joueur à se gratter un minimum la peinture. Quoi qu'il en soit, les amoureux des Megaten ne seront certainement pas déçus. Les plus sceptiques auront quant à eux une deuxième chance de se laisser convaincre par la série avec l'arrivée de Persona 3, prévue pour cet été en France. Bon, vous avez pas votre dose de critique? Ok, bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Atelier Iris 3, Grand Phantasm. Un petit RPG qui paye pas de mine mais qui génère presque autant d'addiction que le crack chez les jeunes prostituées de la banlieue de Los Angeles. En raison du chara-design accrocheur et surtout de la facilité déconcertante de leur jeu, on pourrait taxer Gust d'être un développeur de RPG pour enfants. Artonelico ou encore la série des Ateliers en sont les exemples vivants. Cette orientation aurait pu rebuter les hardcore gamers, mais le style old school présent dans pas mal de leurs titres a su toucher la fibre nostalgique qu'il y avait en nous. Water City Zemels est un endroit tranquille où il fait bon vivre et dans lequel le teamwork, l'amour et l'amitié sont des valeurs fondamentales. Age et Iris sont deux jeunes bien dans leur temps qui, en plus d'être jeunes et bien dans leur temps, appartiennent à la guilde des chasseurs de primes. Si Age est un guerrier redoutable, il lui arrive aussi d'être un peu trop bas du front et de prendre des décisions pas toujours réfléchies. Iris, quant à elle, est un peu plus posée, mais aussi 5 à 6 fois plus timide. Elle fait partie des dernières personnes à pratiquer l'alchimie et s'en sort plutôt pas mal pour une newbie. Chaque jour, nos deux complices partent accomplir diverses missions qui leur permettent d'avoir un repas chaud le soir et de rester dignes. Et c'est à l'occasion d'une de leurs escapades que nos amis feront une découverte pour le moins étrange. D'un point de vue général, Atelier Iris 3 reprend les bases du donjon RPG. Vous partagerez donc votre temps entre la ville principale, où vous ferez le plein d'items et de quêtes, et les différents mondes alternatifs que l'on vous propose. On peut accéder à ces mondes à travers des portails situés un peu partout en ville. Ici, l'idée originale repose sur le fait que, dans ces dimensions, le temps vous est compté. Il est représenté par ces petits sabliers à droite de l'écran. Une fois écoulé, à moins de trouver sur place des bonus de temps, vous serez automatiquement téléporté en ville. A noter que si les combats se corsent ou si vous avez rempli vos objectifs, vous pouvez à tout moment rentrer chez vous. À la fin du niveau, vous serez noté en fonction des actions effectuées. À la clé, des items plus qu'intéressants. Les différentes quêtes sont affichées sur le tableau principal de la guilde. Il en existe plusieurs types, allant de la chasse aux monstres de base à la confection d'items en passant par la bonne action. Chacune de ces quêtes comporte un degré de difficulté, et certaines d'entre elles ne seront disponibles qu'après avoir atteint un niveau donné. Les monstres sont représentés par des slimes de couleurs différentes. Les bleus sont considérés comme faibles et peuvent être détruits d'un simple coup d'épée en appuyant sur carré. Les blancs sont à peu près à votre niveau et un combat en bonne et due forme sera nécessaire pour les faire disparaître. Les rouges quant à eux sont difficiles mais pas impossibles. Viennent ensuite les gros rouges qui prendront beaucoup plus de temps à exterminer. Et enfin les super gros rouges qui représentent tout simplement les boss. Côté combat, on reste dans le tour par tour classique, même si le système comporte quelques subtilités. A commencer par l'ordre de passage, symbolisé par les petites cartes en haut de l'écran, qui est déterminé par la stat de rapidité des participants. Le petit schéma en haut à droite, appelé bonus gauche, représente lui le nombre d'actions spéciales que vous pouvez effectuer. Chaque skill consomme un nombre de points différents en fonction de sa puissance. Mais pas de panique, la bonus gauche se remplira après chaque coup physique porté. La barre de burst, quant à elle, se remplit après chaque attaque, quelle qu'en soit la nature. Une fois pleine, vous entrez en burst chain mode. Et là, c'est le moment de se faire plaisir. Les coups portés durant le burst chain mode feront au moins 2 fois plus de dégâts. Pour varier les plaisirs, vous pouvez changer de classe. Ces dernières, appelées Blades, s'obtiennent à travers les manas, des entités que vous serez amené à croiser dans le jeu. A noter que les manas rencontrés et obtenus pourront être utilisés en tant qu'invocation par Iris, la magicienne du groupe. Enfin, l'aspect qui permet à Atelier Iris 3 de s'appeler Atelier Iris 3, c'est bien évidemment l'alchimie. Pour le coup, le système d'alchimie a été simplifié par rapport aux épisodes précédents. Ici, plus de switches intempestifs entre deux personnages comme cela avait pu être le cas dans le deuxième volet. Le principe est simple.
vous vous contentez de vous poser devant le chaudron de votre atelier. Bien entendu, les différentes recettes obtenues dans des coffres ou à la fin de certaines quêtes vous guideront dans vos préparations. Votre niveau d'alchimie est symbolisé par les petites étoiles en bas à gauche de l'écran. Plus vous synthétisez de nouveaux items, plus votre niveau d'alchimiste augmente. À chaque niveau gagné, de nouvelles idées de recettes font leur apparition. A noter qu'il existe plusieurs moyens de créer le même objet. En effet, lorsque la recette le permet, vous pouvez par exemple remplacer un ingrédient que vous n'avez plus par un autre que vous avez en abondance. À travers ce procédé, vous pourrez même créer de nouveaux items. Même si Atelier RIS3 Grand Phantasm s'adresse clairement à un jeune public, le hardcore gamer lui appréciera peut-être le style old school, la fraîcheur et la simplicité qui se dégagent de ce titre. Les musiques sont extrêmement agréables et le système de quête est sympathique comme tout, même si à des kilomètres d'un FF12. La durée de vie quant à elle est honnête, bien qu'elle soit faussement rallongée par les multiples allers-retours dans le vent qu'on vous oblige à faire. En somme, Atelier RIS3 plaira aussi bien aux jeunes désireux de se lancer dans le RPG qu'aux tatoués de la manette voulant faire un petit break entre deux jeux d'adultes. Si vous êtes jeune et mordu de RPG, vous avez probablement raté votre bac. Vous avez aussi probablement raté quelques trucs sur No Life. Alors à UXP, on vous propose une séance de rattrapage. Etrian Odyssey, la critique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers Wizardry ont marqué les joueurs japonais. Ce véritable ancêtre du dungeon RPG, et même du RPG en général, continue non seulement d'avoir des suites dans l'archipel nippon, et ce malgré l'extinction de la franchise en Occident, mais d'inspirer de multiples titres au gameplay similaire. Fortement ancré sur le marché des jeux de niche destinés à un public de hardcore gamers, Atlus prouve avec son dernier titre, Seikaiju no Meikyu, ou Etrian Odyssey dans sa version américaine, que c'est parfois dans les très vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Surtout lorsqu'elles sont concoctées par une Dream Team comprenant le créateur de Trauma Center, Niino Kazuya, le scénariste de Shin Megami Tensei, Komori Shigeo, et le compositeur de légende, Koshiro Yuzo. Les légendes racontent qu'un grand royaume fut jadis détruit et recouvert par la forêt. Aussi, lorsque les habitants de la paisible petite ville d'Etria découvrent aux abords de leur chaumière l'entrée d'un tentaculaire labyrinthe végétal, les esprits des aventuriers de tout poil s'échauffent et ceux-ci voient déjà les ruines du royaume légendaire prétendument gorgé de richesses. Pour remettre un peu d'ordre dans cette ruée vers l'arbre, les dirigeants d'Etria, les Rada, décident d'interdire l'entrée du labyrinthe aux guildes d'explorateurs non reconnus par leur autorité. La gloire ou l'oubli sont à la clé, car le dédale arboricole a de nombreux secrets à livrer à celui assez téméraire ou inconscient pour en braver les périls. Etrian Odyssey surprendra les joueurs habitués au RPG japonais moderne par la simplicité de son scénario qui se révèle minimaliste, efficace et sans fioritures, mais réserve malgré tout quelques bonnes surprises. Autre différence de taille, le joueur crée son équipe de toutes pièces au début de la partie, un procédé bien connu des joueurs PC, mais moins répandu sur console. Pour créer ses aventuriers, dont un maximum de 5 peuvent être inclus dans l'équipe, le joueur pioche parmi 7 classes de départ, pour le moins classique. Le Landsnert est le guerrier basique et bourrin, le Protector, un paladin axé sur la défense de ses compagnons. Le Survivaliste est un archer aux multiples talents, le Dark Hunter, un assassin capable d'infliger divers statuts aux ennemis. L'alchimiste, un magicien au sort dévastateur. Les chants du troubadour permettent d'augmenter les capacités de l'équipe. Et le médic aura la lourde tâche de tenter de garder ce petit monde en vie. Chaque classe a ses compétences propres et son utilité. De fait, il est bien difficile de se décider pour une formation en début de partie. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de solution. Ainsi, l'équipe dont vous suivrez les pérégrinations dans cette critique est composée de 2 protectors, 2 alchimistes et 1 survivaliste. Les avatars des personnages sont pleins de charme et contribuent grandement à l'identité graphique du titre. Le joueur fera sans cesse l'aller-retour entre la ville d'Etria, dans laquelle on navigue via une série de menus, et le labyrinthe en 3D fort joliment fait dans lequel on se déplace case par case en vue subjective. La ville propose les commodités classiques,
Pharmacie pour acheter diverses potions et ressusciter les personnages, magasin vendant des armes, armures et accessoires, taverne pour récupérer des quêtes secondaires, le Rada Hall où l'on récupère les quêtes principales nécessaires à l'avancement du scénario, et enfin l'auberge pour se reposer et sauvegarder. Cela a son importance, puisqu'à l'exception de points précis à certains étages du labyrinthe, il est impossible de sauvegarder à l'intérieur de celui-ci. Cela contribue bien sûr grandement à la difficulté du jeu. Car oui, Etrian Odyssey est un jeu difficile. Les ennemis aléatoires rencontrés dans le donjon sont déjà redoutables en début de partie, mais l'on rencontre bien vite des ennemis encore plus dangereux, appelés FOI. Ces semi-boss hantent le labyrinthe et sont quant à eux visibles sur la carte du donjon, ce qui permet de les contourner ou de tenter de les feinter. Mais certains vous traqueront sans relâche et ajouteront une bonne dose de stress à l'exploration du dédale. Enfin, les FOI les plus puissants sont les boss, qui sont aussi mortels et imposants qu'on peut l'imaginer. Les points de compétence chèrement obtenus à chaque franchissement de niveau d'expérience ne doivent pas être dépensés au hasard, sous peine de se voir trop régulièrement en situation de game over. Le jeu vous renvoie alors au village sans les objets récupérés et l'expérience gagnée, depuis votre dernière sauvegarde. Dur. Le déroulement des combats proprement dit est là encore très classique, au tour par tour. Les combats ne rapportent pas d'or, mais des matières premières qu'il faudra revendre à la boutique locale, contre des devises dans le même ordre d'idées. C'est la revente de ces matières premières qui débloquera de nouveaux équipements sur les étals du magasin. Le farming est donc part intégrante du gameplay. Cela pourrait faire d'Etrian Odyssey un petit jeu teigneux apte à subvenir aux seuls besoins des nostalgiques de l'âge d'or des dungeon RPG. Si ce n'était l'inclusion d'une trouvaille de génie, la cartographie. Alors que le joueur explore et visite les donjons, il devra utiliser l'écran tactile de sa DS pour dessiner au fur et à mesure la carte des régions explorées, en plaçant les couloirs et murs, portes et coffres, événements et monstres grâce à un système d'icônes bien pensé. Et pour peu que l'on se prenne au jeu de l'exploration, on ressent une vraie envie de descendre toujours plus bas dans les tréfonds du labyrinthe, pour en cartographier les moindres recoins. À coup sûr, la grande idée du titre. Etrian Odyssey est un jeu à l'ancienne, qui réjouira les nostalgiques d'une époque où les RPG étaient simples et durs, et ne nécessitaient pas de doctorat en métaphysique pour en apprécier le scénario. Le titre aurait pu être l'un des tout meilleurs jeux de la DS, si ses concepteurs avaient inclus quelques concessions au grand public, comme par exemple un simple quick save, évitant de devoir refaire tout le trajet jusqu'au village pour pouvoir enfin sauvegarder. En leur absence, le jeu est victime de sa difficulté, qui l'empêchera de séduire les joueurs les moins endurcis. Pourtant, il y a dans le gameplay du titre une grande richesse, parfois occultée par son apparente simplicité, et son caractère addictif est bien réel. Nino Kazuya disait vouloir qu'on se rappelle d'Etrian Odyssey comme le dernier grand dungeon RPG. Peut-être que ce sera effectivement le cas, mais quel dommage qu'il n'en ait pas plutôt été la résurrection. Peut-être pour une éventuelle séquelle. Et là, la meuf lui fait il est bon ton jambon, Toto. Bon, les sorties du mois. D'ailleurs, c'est par où? Hitobitoから死闘家と呼ばれても懸命に生きているこの花のように。新たな機体も続々登場。切り裂けカイザーブルールスマッシュ発射アンティヌラ
J'espère que c'était agréable pour vous. En tout cas, pour moi, c'était pas mal. N'oubliez pas de jouer beaucoup, bien, longtemps. Enfin, abuser avec modération, quoi. Et puis nous, on essaie de se retrouver le mois prochain pour des trucs de fou. Bye.